Oui, bonjour tout le monde. C'est Yves Usereau. On va faire une émission aujourd'hui avec un invité de marque, un spécialiste dans le secteur minier. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai une liste de bonnes questions. Vous allez aimer ça. On est le 5 décembre 2025. Pour commencer, le sujet un peu qu'on va parler, on va parler beaucoup de l'investissement dans le secteur minier, un petit peu des pièges et attrapes qu'on peut avoir un peu dans le secteur. Puis la personne que je vais présenter, c'est quelqu'un qui est très connu mondialement dans le secteur, un grand investisseur avec beaucoup d'expérience, beaucoup de track record et tout ça. Et je reviens en passant d'une présentation. J'ai été à l'Association minière il y a quelques semaines, OK? Et il y avait un des grands investisseurs miniers du Québec, OK, qui a fait des grandes découvertes, M. André Gaumont. Il a fait une bonne présentation, puis il disait que dans le secteur minier, il faut faire quand même très attention. Il y a beaucoup de compagnies qui, des fois, dans le fond, il faut chercher la qualité un peu là-dedans. Puis là, il donnait un des trucs, puis c'est la raison que je me sers de ça pour introduire notre invité. Il disait, essayez d'aller voir les gens qui sont les bons newsletter writers, OK, des gens d'expérience qui ont fait des processus de due diligence, de vérification diligente et tout ça. Puis entre autres, il avait nommé, il dit, allez voir les compagnies que M. Michael Gentili investit parce qu'il y a un processus très systématique de recherche, d'analyse et de sélection. Fait que c'est monsieur que je vais présenter aujourd'hui, M. Gentili. C'est un grand plaisir avec vous. Merci. Fait que pour commencer, c'est ça, j'ai préparé une couple de petites questions. Je vais appeler Michael, on se connaît. Peut-être pour commencer, peut-être la question, c'est quoi un peu le background professionnel et qu'est-ce que tu fais un peu comme travail, tout ça qui va être pertinent avec notre discussion? Oui, j'ai découvert la bourse à l'âge de 10 ans. 10 ans? Oui, puis je suis passionné depuis ça. Wow. J'ai trouvé mon domaine très jeune, puis je suis de marché boursier depuis l'âge de 10 ans. Je fais mon premier placement dans un marché boursier à 16 ans. Puis dans l'université, j'ai découvert le monde des commodités. C'était pendant la bulle techno, la dernière bulle techno, dans les dot-com. L'Internet était nouveau dans ce temps-là. Je me sens un peu vieux, mais l'Internet était une nouvelle création. Puis le monde était obsédé par le dot-com. Toutes les compagnies Internet de ce jour-là. C'est la même chose qu'aujourd'hui avec l'AI. En quelle année, ça? 90? 1997 jusqu'à 2000. J'étais à l'université ce temps-là. Okay. Puis là, j'ai découvert le secteur pétrolier. Le prix de baril de pétrole transigeait à 10 $ par baril. Puis le monde disait, ça fait d'aller à 5 piastres, puis il n'y a plus d'usage pour le pétrole, puis c'est vieux, c'est plus nécessaire. Puis au lieu d'aller à 5 piastres le baril, c'est d'aller à 145 $ le baril. J'ai mon première leçon de counter-cyclical investing où on achète quand c'est très négatif, puis quand le cycle monte dans votre faveur, les profits que tu peux faire, c'est exceptionnel. Alors c'est mon première leçon. Depuis ce jour-là, j'étais comme passionné par les commodités. J'ai investi dans le pétrole, dans le cuivre, dans l'or, dans le nickel, dans toutes les autres commodités depuis 25 ans. J'ai suivi une carrière institutionnelle. Alors, j'ai travaillé pour un firme d'investissement à Montréal pendant 18 ans. Quand j'ai parti en 2018, j'ai géré environ $1 milliard dans un fonds généraliste avec tous les secteurs, mais j'étais comme l'expert dans mon compagnie de côté commodité. Puis en 2018, j'avais 3 jeunes filles, puis ma femme a eu des jumelles. Alors, j'ai 5 filles âgées de 8 ans et moins à la maison. Alors, j'ai dû repenser ma vie un petit peu. Alors, j'ai laissé le travail que j'adorais. J'ai laissé mon travail institutionnel. J'étais un partenaire dans une grosse boîte d'investissement. Puis, j'étais très, très positif sur le prix d'or en 2018. J'ai commencé à investir en 2015 quand le prix d'or a pris 1100 $ par once, puis tout le monde ne voulait pas. Puis, j'ai commencé à faire des placements professionnels dans ce temps-là. Puis, en 2018, j'ai dit, mais je pense que l'or va faire un gros bond, comme vous avez bien discuté pendant plusieurs années, Yves. Et je dis, c'est où le secteur qui, si l'or monte beaucoup, ça peut avoir les retours plus impressionnants pour l'investisseur, c'est les petites capitalisations, les micro-caps. Puis je n'investissais pas dans les micro-caps dans le passé, c'était plus des producteurs, les compagnies plus matures, plus professionnels, institutionnels, disons. Alors, j'étais à la maison, j'ai commencé à faire des placements dans les micro-caps, 10 millions, 20 millions de market cap, avec mon point de vue institutionnel. Alors, j'ai pris une recherche très, très rigoureux sur un secteur micro-cap qui n'était pas recherché du tout. Et j'ai pris comme les deux mondes ont comme rentré en parallèle. Puis j'ai vu une énorme opportunité. J'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait 5. Je disais, les valuations sont folles. Les market cap, les découvertes étaient déjà faites. Puis j'ai trouvé une nouvelle passion pour investir dans les très, très petites entreprises micro-cap dans le secteur minier. Je fais ça depuis 7 ans. Puis là, je suis l'investisseur plus important, disons, de 25 sociétés minières juniors qui sont très, très bien recherchées. Puis j'ai adopté un peu un modèle de venture capital, private equity modèle où je sais que plusieurs vont pas réussir, mais je cherche à faire des retours de 30, 40, 50 fois mon placement initial dans les juniors qui sont très bien recherchés. Puis j'ai quelqu'un de très, très long terme. Alors, c'est un peu 25 ans rapidement en 5 minutes, mais c'est pas mon parcours. Puis
Là, je vois une très bonne opportunité encore dans le secteur aujourd'hui. Michael, ce fonds-là, c'est-tu ton fonds à toi personnel? Oui, ou c'est mon argent un fonds propre à qui est moi. ouvert au public ou Non, tout ça? non, c'est mon argent propre à moi. OK. Il y a beaucoup de volatilité dans ce secteur-là. Alors, la plupart des gens n'ont pas l'estomac pour garder leur calme. Par exemple, pendant le COVID, là, on fait un gros bond. Puis après COVID, mon portefeuille à moi-même était moins 50% dans 6 mois. Pas parce que l'été n'était pas bon, pas pour les compagnies, mais j'avais juste un gros... tout le secteur est tombé. Mais ça, c'est le marché qui a fait ça, parce que j'ai fait les stats là, de tout le secteur. Alors, en 18, ça a baissé de 50%. En 23, où c'est la même affaire. Ouais. Alors, mon point de vue, mon time horizon, c'est de 5 à 10 ans quand je fais un placement. Alors, la plupart des gens ne sont pas capables d'avoir la patience d'attendre 5 à 10 ans que leur investissement porte fruit. Alors, moi, je préfère gérer mon propre argent. Je fais beaucoup de liberté. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas de pression de performance non plus. Et ça me laisse aussi libre d'investir beaucoup de mon temps, énergie derrière les compagnies que je fais. Je ne suis pas seulement un investisseur passif, mais beaucoup de fois, je joins les conseils d'administration, je vais un investisseur stratégique, je donne les conseils sur les placements, levée de fonds, marketing, M&A, acquisition, tout ça que je aide les compagnies parce que je tiens beaucoup de parts dans la compagnie. Alors, je suis très, très impliqué. Avec un fonds, ça a beaucoup plus de management de clients qui prend beaucoup de temps. Dis-moi, Michael, au niveau, par rapport à ce fonds-là, est-ce que tu as commencé en 2018? Est-ce qu'il y a-tu comme un historique, on pourrait dire, de performance qu'il y a eu un peu depuis? C'est-tu des données indépendantes, tout ça? Oui, c'est pas scientifiquement audité par des auditeurs, mais je dirais depuis 2018, mon fonds personnel a levé plus de 10 fois mon argent. Wow! Depuis 2018? Oui, puis je pense que TSX Venture est comme plus 75 ouais, c'est ça. Donc, c'est 10 fois, 15 fois le marché. Ouais. Mais c'est dû à plusieurs très, très bonnes performances. Bonne sélection et tout ça. Ouais. On a parlé, c'est ça, la philosophie d'investissement, ça, grosso modo, un peu, tu en as parlé. Puis si je fais un parallèle, Michael, on sait au Canada, dans les ressources, une personne qui est extrêmement populaire dans le cycle précédent, c'était M. Eric Sprott, qui a une grande, grande réputation. Moi, je fais une parenthèse. J'ai un client, un ancien de la Caisse de dépôt, puis qui me parle depuis plusieurs années de Michael Gentili, que je connaissais, il y a quelques années que je ne connaissais pas. Puis il me disait, il est vraiment bon, il dit ce type-là, c'est le prochain Eric Sprott et tout ça. Eric Sprott qui était vraiment fantastique parce qu'il a pu investir pendant qu'il y a eu la grande rotation d'actifs de la techno aux ressources dans ce cycle-là. Puis là, on est en train de répéter un nouveau cycle. Maintenant, c'est Michael qui est vraiment bien positionné un petit peu avant tout le monde, un peu là-dedans. Puis je trouve que ça ressemble un petit peu à Eric Sprott. Puis il y a un peu un volet de Warren Buffett parce que toi, c'est vraiment de l'investissement à long terme. Donc, tu es un value à long terme et tout ça. Puis aussi peut-être Druckenmiller parce que cette année, Druckenmiller, c'est un type qui a surperformé beaucoup plus que Warren Buffett pendant une trentaine d'années, sur les années 80-90. Mais il se concentre dans peu de compagnies puis il les suit vraiment pour avoir la qualité de l'information. Ça ressemble à ce que tu fais? Excellente question. Un de mes premiers héros était Warren Buffett. Là, ça semble un peu drôle parce que Warren Buffett n'investirait jamais dans un junior microcap minier. C'est pas son style. Mais ce que j'aime de Warren Buffett, c'est plutôt le côté risk-reward, de savoir un margin of safety, avoir un coussin de placement. Alors, je cherche toujours des situations où le risque puis l'avantage, si j'ai raison, est vraiment dans mon faveur. Alors, j'adore les commodités, c'est qu'un secteur peut être très, très en défaveur ou très, très déprimé, où il y a des aubaines incroyables que vous achetez à des prix tellement bas que la chance de perte est tellement mince, puis la chance de faire des profits exceptionnels est très, très haut. Alors, Warren Buffett, c'est un de mes premiers héros. Tu as raison aussi que j'adore concentrer mes placements. Alors, j'ai 25 placements dans le secteur junior. Ça semble beaucoup, mais dans le secteur junior, c'est très, très concentré. Parce que si vous prenez 1000 sociétés minières juniors au Canada, puis il y a plus de 1000, vous êtes chanceux si une vingtaine sur 1000 vont faire un vrai mine à la fin de la journée. Alors, le pourcentage de réussite est très, très bas. Alors, moi, ce que je vais faire avec mon travail, mon recherche très intense, c'est de choisir 25, puis j'espère que 5, 6 ou 7 vont aller jusqu'à un 20 millions market cap, jusqu'à un mine un jour qui peut être acquis pour $1 milliard. Alors, c'est vraiment un pourcentage encore faible, mais très, très élevé vis-à-vis de la moyenne. Alors, je concentre mes investissements, je fais des gros placements dans très peu de compagnies, avec une recherche très étroite que Buffett fait ou Druckenmiller fait aussi. Eric Sprott est excellent aussi. Je pense qu'il y a plutôt une approche qui achète plusieurs compagnies, moi, une centaine, 200 compagnies, puis il cherche plutôt à timer le cycle, puis acheter un gros nombre de compagnies l'argent ou l'or qui cherchent à avoir une exposition.
Mais bon, Eric Sprott est une légende, alors j'espère un jour que je peux dans la même phrase que lui. Mais on est tous les deux passionnés par le secteur junior. Puis une autre chose qui est très intéressante, c'est très peu de monde fait des placements dans les juniors. Alors, c'est très avantageux à quelqu'un qui fait son travail. Il y a des aubaines incroyables, puis les compagnies ont un grand besoin de capitaux. Alors, typiquement, quand il y a un grand besoin de capitaux, puis très peu de personnes qui font la recherche, tu vas voir des termes très intéressants comme investisseurs dans les placements privés ou dans le marché, ou dans les secteurs comme AI. Aujourd'hui, tout le monde cherche à investir. C'est plutôt défavorable en termes de valuation pour les nouveaux argents qui entrent dans le secteur. Au niveau des positions, Michael, tu sais, dans ton portefeuille, tu as dit c'est environ peut-être 25 titres. Est-ce que c'est une répartition qui est, mettons, grosso modo, c'est quoi, peut-être un 3-4 Est-ce que tu as une règle, c'est 1 par titre, puis tu build up graduel? Ou, c'est plutôt mon côté institutionnel. Je suis très structuré, puis très rigoureux dans mon processus. Alors, quand moi, je regarde 500 nouvelles compagnies par an, puis j'achète probablement 5 ou 6. Alors, c'est comme 1 de ce que je regarde que j'achète. Je regarde beaucoup. Puis quand c'est vraiment très intéressant, je fais un placement. Mon premier placement, c'est 1 de mon capital personnel dans ma vie. Alors, 1 de tout mon capital disponible pour investir dans le monde, c'est dans le premier placement. S'ils font un bon travail, je suivrai comme les 3-5 prochains placements. J'irai jusqu'à 5 de mon capital book value, de mon placement à risque. Alors, si le titre augmente de 200 j'ignore ça. Alors, c'est 1 2 3 4 5 de mon capital disponible dans les placements futurs. Puis, j'espère qu'il pourrait faire 20-50 fois mon argent. C'est comme je peux faire comme un 100 de mon portefeuille au complet. 5 qui augmente 20 fois, c'est 100 de mon capital initial dans un placement. Ça paye beaucoup des erreurs qui arrivent dans le secteur junior. Alors, je suis très systématique. Si la compagnie répond pas à mes critères ou fait pas un bon travail, je n'investis plus. Je ferme mon portefeuille. Puis là, le maximum que je peux perdre, c'est 1 de mon capital. Quand tu dis tu fermes le portefeuille, tu vends à ce moment-là? Si, mettons, ou je ne fais pas un placement futur. Alors, je ne mets pas plus de bon argent dans une mauvaise idée. Ou je le vends. Mais quand je fais mon placement initial, je cherche à avoir un 5 à 10 ans de holding period dans le titre. Alors, c'est très, très long terme. Je ne vends pas. Et je cherche à attraper tout le potentiel du placement initial jusqu'à temps que c'est vendu ou ça devient un mine dans 5 à 10 ans. Je vais être très, très patient dans le secteur pour faire des profits exceptionnels. Dis-moi, Michael, j'ai un petit tableau ici. On va voir, dans le fond, par rapport à l'ensemble des métaux, parce qu'essentiellement, si j'ai bien compris, tu es concentré dans les métaux principalement, pas tellement d'énergie, c'est vraiment dans les ressources. J'ai fait beaucoup de placements dans ma carrière dans le secteur énergétique, le pétrole, le gaz naturel, le charbon. Mais en ce moment-là, j'ai trouvé depuis 2018 que le macro était beaucoup plus favorable pour le secteur aurifère. Alors, j'ai placé la plupart de mes placements dedans. Mais comme le sentiment est assez négatif sur le côté énergétique en ce moment, je suis intéressé. Mais je ne trouve pas que tous les facteurs sont alignés pour avoir un gros bond. Alors, j'attends patiemment mon opportunité dans ce secteur-là. OK, très bon. Puis, tu as parlé d'orifère, côté cuivre, métaux industriels, cuivre, argent, nickel, un peu tout ça. Puis les métaux de niche, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou pas? Les métaux de niche, ça dépend. Je suis un peu nerveux des métaux de niche. La raison pour laquelle c'est 1 mine ou 2 mines qui commencent à produire dans les métaux de niche peuvent chambouler toute le supply-demand d'un métaux de niche. Alors moi, je préfère les commodités comme le cuivre. J'ai très positif sur le cuivre, sur l'or, sur l'argent. Parce que toujours, si tous les 25 compagnies dans mon portefeuille rentrent en production demain matin, qui n'est pas possible, le prix des commodités ne va pas être affecté. Mais les métaux de niche, si 1-2 compagnies rentrent en production demain, ça peut faire tomber le prix de commodité par 50 Alors, je suis toujours très conscient que est-ce que les 5-10 prochaines années sont positifs pour le prix du commodité que j'investis dedans? Et puis, est-ce qu'il y a des gros bons de production qui peut arriver pour chambouler ou pour être plus négatif sur la commodité? Puis, si je vois ça, je suis plus cautieux. Puis, côté, on va voir un peu dans le stade, un peu, vous savez, le secteur minier. On va montrer un graphique, 2-3 graphiques ici. Il y a la courbe Lassonde que tout le monde connaît. Je l'ai montré à plusieurs reprises. On sait qu'au début, on a des projets d'exploration. Il y a des producteurs et des développeurs et tout ça. On a la courbe Lassonde ici qu'on voit.
Puis on a aussi l'échelle de risque. Puis je recommande aussi pour les gens qui s'intéressent au secteur minier, Jacques Bonneau a fait un excellent livre, le meilleur livre qui est écrit sur le sujet. Il est en anglais, il est en français. Allez voir, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Mais si on prend la courbe de la sonde, à quel endroit que toi, tu te positionnes, Michael, dans ton portefeuille? Oui, alors pour moi, l'idéal, c'est un market cap entre 10 millions et 50 millions de market cap canadien. Puis je cherche d'acheter entre 5 et 20 de la compagnie au complet dans mon placement initial, d'avoir un gros influence sur le management, puis être vraiment positionné pour ces gros retours qui pourraient venir dans le futur. Alors pour moi, par défaut, ça me met dans le secteur des découvertes ou jusqu'après une découverte, avant une ressource ou une ressource est déjà publiée. Ça dépend aussi du sentiment du marché. Alors c'était très intéressant encore aujourd'hui qu'on peut acheter des titres à des très faibles valuations avec le risque de découverte est déjà passé. Typiquement, dans un cycle plus robuste, avec plus de positivité, tu ne peux pas acheter une ressource ou une découverte à un markup de 20-25 millions. Mais on peut encore l'acheter aujourd'hui, qui est incroyable comme opportunité. C'est incroyable. Mais alors moi, je préfère prendre le moins de risques géologiques possible parce que si vous achetez une compagnie avant une découverte, 9 sur 10 ou 99 sur 100 ne vont pas trouver un gisement économique. Alors moi, je préfère trouver un gisement que je trouve qui a le potentiel économique, qui a déjà fait une découverte, mais encore une très faible valuation. Mais je ne pense pas que ça va durer encore trop longtemps, ce modèle-là, parce que je pense que les valuations vont commencer à augmenter. Mais mon idéal, c'est entre 10 et 50 millions. Après une découverte, avec une ressource, avec tout le travail que je fais, j'essaie de rapidement voir si ce gisement-là a le potentiel de devenir un mine. Je ne suis pas intéressé à un promotion ou une histoire de drill results qui va arriver puis il va faire un bondir un titre. Moi, je cherche une découverte qui peut devenir un mine à une très faible valuation. Puis c'est pas facile à trouver, mais dans les marchés plus difficiles, tu as l'opportunité de faire des grands placements dans les sociétés qui ont été dérisquées, qui encore offrent beaucoup d'opportunités. Est-ce que ça veut dire que tu n'investis jamais? Moi j'appelle ça des plaies de découverte, mettons, qui n'ont pas de ressources encore, ils ont des bons indices, parce qu'ils ont une localisation prolifique, il y a plein de mines alentour, des choses comme ça. Toi, tu n'investis pas du tout là-dedans? Dans les 7 dernières années, je n'aurais pas besoin de faire, parce que je pourrais acheter déjà une découverte à un prix très, très raisonnable. Je comprends. Il y a tellement d'aubaines, on va le voir tantôt. Exactement, c'est ça. Si tu peux acheter un Prada ou quelque chose comme ça pour un prix d'un Walmart, on peut acheter le Prada en premier. Mais c'est possible dans le futur, que si le secteur commence à augmenter, je pourrais faire quelques placements dans les explorateurs, mais je cherche typiquement une valuation très, très bas. J'aime prendre un projet qui est très, très promoted, qui n'est pas faire une découverte. Si je paye 50 millions pour un market cap pour une compagnie qui n'a rien découvert encore, la perte peut être très imposante si vous ne faites pas une découverte. Alors moi, je préfère comme Warren Buffett, éliminer mon risque, être très, très rigoureux dans l'entrée. Au niveau des critères de sélection, Michael, il y a beaucoup d'éléments. J'aimerais ça peut-être savoir un petit peu, peut-être tu le sais un peu. Première question, c'est lorsque tu fais comme une entrevue avec une compagnie pour voir un peu le projet, est-ce que tu as une grille systématique avec laquelle tu travailles? Oui. Est-ce que tu prends des notes manuelles ou tu t'es fait un système que tu compiles l'ordinateur? J'ai comme 10 ou 15 critères très importants qui m'aident à dire non rapidement. Puis ces critères-là, grosso modo, management, tout ça, on peut en discuter. Comme j'ai investi depuis, avant que je fasse cette périple dans les juniors, j'ai investi 18 ans dans les producteurs. Ce que j'ai fait quand j'ai rentré dans le secteur junior, c'est de voir quelles caractéristiques des producteurs miniers que je connais qui doivent être en place pour avoir un mine futur. Alors, j'ai comme reverse engineer, j'ai remis les modules dans un petit market cap de 20 millions de dollars. Alors, pour moi, on commence avec la géologie. C'est très important. C'est la teneur du dépôt. Teneur, c'est important, c'est parce que c'est les marges futures du projet. L'ampleur du dépôt, alors c'est comme combien d'onces, combien de tonnes de cuivre qui pourraient être miniers. Puis la métallurgie, c'est très important aussi. C'est le pourcentage des métaux qu'on peut recouvrir en production. Si c'est 95 %, c'est beaucoup mieux que 60 %. C'est des 3 critères très importants. Après, un autre qui n'est pas très bien compris par les investisseurs, je trouve en général, c'est l'infrastructure. Est-ce qu'il y a déjà l'infrastructure en place? Est-ce qu'il y a un port pour exporter les minéraux? Est-ce qu'il y a une autoroute? Est-ce qu'il y a l'électricité qui arrive? Est-ce qu'il y a une ville où les gens peuvent habiter le soir puis travailler pendant le jour? Est-ce qu'il y a déjà des mines puis des moulins en place qui peuvent prendre là? Ça peut sauver des milliards de dollars de développement dans un projet. Alors, si vous faites une découverte au Yukon, au nord du Yukon, au nord de Québec, puis il n'y a rien là, au lieu de faire une découverte à BTB, au Rouyn-Noranda, c'est une énorme différence en termes du potentiel des projets de devenir un mine rapidement. Alors, c'est ce que je cherche très, très souvent, c'est l'infrastructure qui est déjà en place. Puis aussi, le management. Tout le monde dit que le management est bon. J'ai jamais rencontré dans ma vie un rencontre avec le management qui dit « on n'est pas bon ».
Toujours, on est meilleur management, on est un meilleur board, on est vraiment fantastique. Alors, pour moi, c'est l'expérience. Est-ce qu'ils ont eu le succès dans le passé? Puis, une autre chose qui est très importante, c'est combien d'actions détient le management? Et surtout sur le board, sur le CA des compagnies. Est-ce que le CA contient beaucoup d'actions? Parce que les personnes sur le CA sont typiquement des gens plus expérimentés. Puis, ceux qui vont dicter où ils vont passer leur temps, s'ils ont beaucoup d'actions, beaucoup d'equity dans le business, ils vont être plus engagés à donner leur énergie à la compagnie, au lieu s'il fait 4 rencontres par année, puis c'est tout. Alors, pour moi, c'est le ownership du management, de détient beaucoup de pourcentage de la compagnie. C'est un gros indication de succès. Puis, finalement, je pense qu'on va parler après aussi, c'est comment est-ce qu'ils ont financé de compagnie. Est-ce qu'ils savent comment bien financer de compagnie, avec quel investisseur, avec des investisseurs de qualité, ou est-ce qu'ils prennent l'argent facile qui vient détruire la valeur de titre après. Alors, c'est l'autre chose que je cherche très, très étroitement. Ça, je trouve ça très intéressant et important. Je vous dirais la capacité des managements. Il y a des managements qui ont la capacité, si on veut, de lever des fonds. Puis des fois, on voit des projets qu'on donne des conditions comme vraiment très, très dilutives et tout ça. Toi, tu fais attention à ça, j'imagine. Absolument. J'imagine que au préalable, tu es en discussion un peu avec eux pour dicter. Puis même dans les financements, l'autre affaire aussi, c'est que moi, je sais par expérience que j'ai travaillé fait des financements avec certaines compagnies, puis dans certains cas, je l'ai appris à la dure, c'est que j'ai su par la suite qu'il y avait, par exemple, des fonds d'accréditive qui avaient des engagements statutaires qui devaient comme vendre les actions comme en très peu de temps. Et ça, c'est très difficile. Fait que quand tu investis, tu veux t'assurer qu'il y a des vrais partenaires à long terme avec lesquels tu investis. Je suis obsédé par ça. Alors, si une compagnie fait un placement de 5 millions, puis je mets 1 million de mon propre capital dans le placement, je veux savoir les noms et les adresses de tous les autres qui mettent 4 millions dans la compagnie. Parce que moi, j'ai une vision à 5 à 10 ans. Moi, j'achète aujourd'hui 2025. Moi, je suis confiant à garder le titre jusqu'à 2035. Alors, je suis là pour 10 ans. Si moi, j'achète pour 10 ans, puis toutes les autres personnes dans le placement sont là pour 3 jours, ou 4 mois, ou 6 mois, ça veut dire que toutes les actions vont être vendues en 4 mois, une fois que ça fait un bond de 20 30 Ça veut dire qu'on doit revendre tous ces titres-là à des nouveaux actionnaires, puis trouver d'autres fonds pour faire le prochain placement. Alors, moi, je vois ça que je préfère les compagnies qui construisent un actionnariat, des partenaires. Un 10 ici, 5 ici, 15 ici, management qui tient 20 qui sont là pour supporter les compagnies pendant tout leur financement pendant les 3-5 prochaines années. Ça, c'est l'idéal. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'actions qui vont être vendues chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, puis ça réduit la dilution future. Ouais. Et aussi les compagnies qui font des mauvaises décisions pour faire des full warrants ou les actions accréditives. C'est bon pour l'industrie, l'accréditif, parce que ça donne mais ça attire les investisseurs qui s'en foutent de quel titre ils achètent, puis ils achètent lundi, puis une fois que le 4 mois est passé, ils vendent toutes leurs actions le 4 mois plus un jour. Puis là, ça met beaucoup de pression sur le titre qui crée beaucoup de dilution future. Alors moi, je suis très, très... Puis je trouve que beaucoup des compagnies sont gérées par des géologues. C'est important. Tu veux pas que moi, je choisisse les prochains cibles de forage parce que je ne connais pas beaucoup sur la géologie. Mais tu ne veux pas qu'un géologue qui ne connaît pas le marché va faire un financement puis il prend la première offre qu'il reçoit. Il doit savoir que s'il veut vraiment construire une compagnie qui va faire des profits, doit gérer ça comme un business. Ce n'est pas une histoire de science ou géologie, c'est l'histoire qu'on va créer de valeur, de richesse pour le pays, pour les individus qui réinvestissent dans le titre. Bien, je vais juste faire une analogie pour les gens, les auditeurs. Vous savez, il y a 6 mois, on a invité Simon Marcotte, qui travaillait pour Norton Supérieur, toujours on sait que Norton Supérieur a été acheté par AM Gold et tout ça. Puis je pense que Simon a fait un financement, je pense peut-être à 75 sous, pas de warrant, OK? Aucune condition, juste avec un buff deal, escompte, le financement s'est fait immédiatement et par la suite, le titre a continué à monter. Ça, c'est le genre d'indice à faire attention. Je pense que Michael fait très attention à ça. Lorsqu'on a un management qui donne des conditions qui sont... Dans le fond, c'est une indication de l'offre et la demande et comment les gens ils sont prêts à supporter ce management-là. C'est pas nécessairement avec des conditions qui sont trop dilutives. Ça, c'est très important. Oui, j'étais l'actionnaire principal de Norton Superior. Puis je suis sur le conseil d'administration aussi. Puis tous les financements qu'on a fait ensemble, Simon et moi, depuis son arrivée il y a 2-3 ans, aucune action accréditive, aucun warrant. Wow. Toujours action directe. Puis c'est nous qui avons fait tout le levée de fonds. On connaissait tous les investisseurs qui continuaient à supporter la compagnie. Alors, j'ai plein de personnes qui achetaient à 25 cents, 50 cents, 75 cents, qui n'ont pas vendu une action, même si c'était à haussé à 1,50 de 2,25 $. Ils ont gardé tout pendant tout le cycle. Alors, puis ils ont supporté les compagnies avec plusieurs financements. Alors, c'est très important
avoir un succès, d'avoir cette network-là d'investisseurs qui vont être supportifs à long terme. Ça, c'est important parce que quand Simon avait fait l'entrevue ici, Michael, je pense que Northern Superior a été évalué peut-être à 25 l'once. Le takeover, il a eu lieu peut-être à 120 je pense que c'est IAMGOLD qui ont payé peut-être en action. Puis même IAMGOLD, tantôt on a parlé des compagnies, des bons producteurs. Puis c'est ça, le Canada est un des endroits sur la planète, le Québec, on a des bons projets, des bons endroits où il y a plein d'infrastructures et tout ça, dont entre autres Anico Eagle, qui est un super bon... ils ont tous les meilleurs projets un peu au monde et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour l'aspect un peu des financements. Je serais curieux de savoir aussi, Michael, dans ta proportion, lorsque tu investis dans les compagnies, est-ce que tu passes toujours par des placements privés ou tu achètes dans le marché ou tu fais un mix des deux? Typiquement, c'est par un placement privé parce que je cherche à faire des gros placements. Alors, le volume de titres que je veux accueillir, c'est typiquement très difficile à acheter sur le marché. Je supporte les titres sur le marché ouvert après les placements, mais typiquement, c'est un placement initial. Et comme je dis, je cherche à acheter entre 5 et 20 de la société dès mon premier placement. Alors, typiquement, c'est moi qui approche les compagnies ou typiquement, ils m'approchent moi. Puis, si j'accepte l'offre, je fais un placement privé. Et comme j'ai dit, je cherche à trouver d'autres investisseurs qui peuvent co-investir avec moi pour être certain que les bons actionnaires sont en place pour que la compagnie ait un succès à long terme. On a parlé un peu tantôt des différents financements, les financements accréditifs. C'est vrai que moi, j'en ai beaucoup parlé un petit peu. Il y a un aspect négatif un peu à ça, parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vont acheter seulement pour l'aspect fiscal, puis ils n'ont pas nécessairement de respect pour le partenariat, si on veut, avec les gens, les investisseurs. C'est un réel problème. Moi, j'ai eu ce problème-là avec certains clients, entre autres, puis c'est très important parce que je parle avec des gens, des fois, les meilleures compagnies. Moi, ce que je vois dans le secteur, la clé du succès, c'est vraiment de se positionner, à être capable de rentrer dans les meilleures compagnies. Je sais que Michael est très bon pour ça. Puis même, c'est une anecdote, mais récemment, j'avais contacté Michael pour lui demander est-ce qu'il y avait un certain financement d'une compagnie que je tentais de rentrer avec. C'était une compagnie extrêmement sous-évaluée, des actions, genre 5 l'once. C'est un gisement des plus cheap peut-être sur la planète. J'étais pas capable de rentrer, puis je pense que Michael a eu la chance de rentrer récemment, si je ne me trompe pas. Avec AXCAP, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui. On va regarder un peu les compagnies, Michael, mais peut-être avant une petite question. D'après toi, on est à quel niveau dans le cycle? Parce qu'il y a des gens, on sait que l'or a doublé depuis peut-être, mettons, 18 mois, quelque chose comme ça. Puis là, on entend des gens, le cycle est fini, c'est trop cher et tout ça, le party est fini. On serait où, là, peut-être, d'après toi, là-dedans, sur ce qu'on voit sur le graphique? Moi, je dirais on est dans le secteur d'optimisme. On vient de sortir depuis 2015 jusqu'à 2024, disons. C'était très, très négatif. Avec une petite lumière pendant COVID pour comme 6 mois, mais ça fait 10 ans où le secteur était vraiment déprimé. Il n'y avait aucun intérêt. C'était très difficile de faire de levée de fonds, très difficile d'avoir aucun nouvel investisseur qui rentrait dans le secteur. Alors, je pense que c'est normal. Dans un bull market, ça parle de wall of worry, je pense en anglais, mais tous les peurs. Alors, j'ai des personnes qui ont rencontré récemment à une conférence. Oh, c'est fini, c'est un bulle. Je dis, disons, ça fait 6 mois qu'on a le soleil après 10 ans de pluie puis de froid. Alors, je dis, on est vraiment, pour moi, dans le domaine d'optimisme, la première étape dans un bull market. Pourquoi je dis ça? Premier exemple, c'est si vous ajustez tout le secteur aurifère, tout l'or physique, puis tous les titres sur le marché boursier, les compagnies minières, ça fait 4 des actifs mondiaux qui investissent dans le secteur minier, 4 de tous les actifs des investisseurs globalement. Les central banks ont 25 de leurs réserves dans l'or, qui a augmenté de 6 il y a 3-4 ans. Alors, les banques centraux ont 25 l'investisseur général a 4 Si vous sortez du Canada, je dirais que c'est encore 1 ou 2 Les Américains, les Européens, ils ont très peu d'exposition à le secteur minier. Le généraliste, l'investisseur moyen qui investit dans tous les secteurs, il y a très, très peu d'intérêt dans le secteur minier. Alors, les étudiants universitaires, les Uber, ils achètent AI, ils achètent NVIDIA, ils achètent Microsoft, ils n'achètent pas les secteurs miniers. Alors, c'est pas très diffusé. Alors, c'est très, très tôt dans le cycle. L'autre chose qui est très intéressante, tu peux acheter les 50 titres aurifères les plus importants au monde, les plus grands producteurs, Newmont, Barrick, tous les compagnies globaux miniers aurifères, s'ajoutent à 2 trillions de dollars de market cap. Ça fait 40 du market cap de NVIDIA. Tu peux acheter 40 de NVIDIA ou tu peux acheter le secteur au complet aurifère mondial global avec 2 trillions de dollars. C'est pas exagéré comme intérêt. Et je pense qu'on est jusqu'au début des autres investisseurs qui commencent à voir ce qui se passe dans ce secteur-là. Alors, pour moi, on est encore très tôt. On peut avoir une correction, c'est très normal, c'est très sain qu'on a eu il y a 2-3 mois.
Mais je pense qu'on est très, très tôt dans le cycle encore. Parlant de correction, Michael, je poserai la question. Tu as parlé de Warren Buffett tantôt. Tu sais que Warren Buffett a peut-être 380 milliards de cash actuellement. Il s'est positionné comme très défensif. C'est un gars qui est très intelligent. Peut-être qu'il y a de la meilleure information, peut-être que nous. Est-ce que, je pose la question, est-ce que toi, comment tu te fais pour te protéger, par exemple, s'il y aurait un marché baissier ou un crash et tout ça? Parce que Buffett, il est très défensif. Ouais. Comment tu vois ça? Comment tu interprètes tout ça? Je pense que un corollaire à votre question, c'est ce qui manque pour que ça devienne plus diffusé, plus d'intérêt plus diffusé dans le secteur investissement. Je dirais le bulle AI, le bulle technologique qui est en train de se former ici. Ça tire beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Le Mag 7, c'est 35% du S&P 500. Alors, c'est la même chose qui est arrivé en 1999. Nortel, Cisco. Nortel, un stock au Canada était 33% du TSX 1. Alors, une fois que cette bulle s'est écrasée, c'est sûr que tous les titres ont chuté. Alors, première chose, c'est que même si vous êtes très optimiste dans le secteur minier, à la fin de la journée, ce sont des titres qui sont cotés à la bourse. Alors, si la bourse traverse une période très, très difficile, tous les titres vont tomber en même temps, même les secteurs aurifères qui vont tomber. Mais ce qui est très intéressant, en 2001, quand le secteur Nasdaq a tombé de 90% en pourcentage, le premier secteur à lever et avoir le retour le plus intéressant, c'est le secteur aurifère, le secteur de commodités. Alors, je pense que, oui, Warren Buffett est très défensif. Moi, je suis peu nerveux aussi moi-même sur le marché en général. Comme je n'ai pas un fonds, c'est tout mon propre capitaux. Si jamais le marché tombe de 20-30%, je vais prendre des pertes à court terme dans mes secteurs miniers, mais ça va être vraiment, vraiment très, très positif pour le secteur après, parce que tout cet argent qui était placé dans le secteur techno va être transféré, un pourcentage de ça, dans le secteur minier, parce que c'est le secteur avec les plus bons fondamentaux qui est le moins bien évalué dans le marché à ce moment-là. Alors, je veux pas une correction, mais je tends ça avec un gros contentement, parce que je pense que ça va donner plus de feu pour le secteur dans les années à venir. Est-ce que tu conserves, je ne veux pas dire une approche barbell, alter, mettons une portion un peu de cash, que s'il vient qu'avoir des grosses corrections, ben, il va avoir peut-être des gros replis, puis parce qu'un peu Buffett, c'est ça qu'il fait, puis là, il va pouvoir dégainer avec des grosses aubaines, ou toi, tu vas vivre un peu le repli, en sachant que la planche à billets va recommencer si on a des gros problèmes, puis l'or va être le premier à décoller, ça, on est pas mal sûr. Typiquement, comme j'ai un horizon à 5 à 10 ans, je suis typiquement 100% investi. Je dirais que je suis très atypique, puis je ne recommande pas ça à vos auditoires, que moi, je suis comme 85% de mon actif dans les métaux précieux, puis les miniers. Alors, c'est très, très élevé. Moi, je ne recommande pas ça pour les autres. Puis j'ai un 15% dans des fonds plus conservateurs, un peu dans l'immobilier. Okay. Alors, mais typiquement, je suis 100% investi en tout temps parce que moi, je cherche titre par titre, puis je ne veux pas me déprimer d'un titre que je trouve très intéressant parce que je crée une correction qui vient dans 3-4 mois. Si je crois qu'un titre, j'achète à 20 cents, qui peut être 3 $ dans 15 ans, 10 ans, pour ne pas acheter aujourd'hui parce que je suis nerveux d'une correction à court terme, quand j'ai un horizon de 10 ans, ça fait beaucoup de sens. OK. J'ai vu ce matin une nouvelle, Michael, que les BRICS, je pense qu'ils ont lancé, ou c'est un processus qui est en train de se faire, un Gold Back Unit. Penses-tu que les BRICS pourraient lancer un nouvel étalon or, ou qu'on pourrait peut-être que l'or pourrait revenir dans le système monétaire international? Oui, je pense que c'est un des thèmes le plus important, puis qui est très différent de ce cycle-là. Depuis les années 70, on a découplé l'or du système monétaire. Je n'ai pas vu l'annonce ce matin, mais je vais le lire tout de suite après. Mais je dirais que, annonce ou pas, c'est ce qui est en train d'arriver. En temps réel, que les banques sont trop, surtout les Asiatiques, les Russes, les Arabes, ils cherchent à découpler de le dollar américain. Alors, ils veulent renforcer. Dans le passé, il y avait comme 70% des réserves de Central Bank qui étaient dans le dollar américain. Là, ça commence à descendre chaque année. Puis l'or est 25% des réserves des banques centraux. Alors, je pense qu'ils vont acheter encore plus. Puis la seule façon d'avoir une confiance dans une autre devise qui n'est pas dollar américain, c'est de le backer avec de l'or. L'or, c'est l'argent depuis 10 000 ans. Puis pour une période de 50 ans, 70 ans, on a fait une petite expérience où on pourrait imprimer l'argent comme on veut tous les jours. Puis on a vu les dégâts, l'inflation, les gens qui deviennent de plus en plus pauvres, les gens qui ne sont pas capables d'acheter leur propre nourriture, leur maison. Alors, je pense qu'on va avoir de petit à petit, des petites étapes pour retourner l'or dans le système monétaire. Puis c'est très, très bon pour le genre de classe moyenne. C'est vraiment l'idéal. Si vous voyez les statistiques à long terme, quand l'or était en l'air de l'argent, il y avait très peu d'inflation, puis ça contrôle le gouvernement à ne pas dépenser comme des folles.
pour avoir un peu de discipline, pour être pas capable d'imprimer l'argent tous les jours, qui profite des riches, qui fait vraiment une chose très, très négative pour la classe moyenne et encore plus pour les pauvres qui sont dans la société. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai montré des centaines de graphiques ici. J'ai montré comment le pouvoir d'achat ou le salaire réel des travailleurs depuis 71 est downhill depuis ce temps-là. Et effectivement, ça serait vraiment de bonne chose de ramener un petit peu on pourrait dire, de bon sens et de prudence un peu dans les dépenses un peu gouvernementales. Je voulais qu'on aborde peut-être la question un peu on a parlé un peu tantôt, Michael, au niveau des évaluations, OK, au niveau des secteurs de l'or, OK, on a parlé un peu du métal. On a parlé des titres et tout ça, mais il y a un petit concept que je veux amener, puis j'aimerais avoir ton opinion un peu là-dessus. Le graphique, peut-être André va nous le montrer, le graphique que je montre ici, on voit ici le prix de l'or qui est en jaune, qui est parti, on a peut-être un 20-25 ans, on est parti très, très haut avec une montée un peu parabolique ou verticale depuis peut-être 18 mois. Mais l'élément très, très important qu'on voit là-dedans, en bleu, c'est l'indice des juniors, on va y revenir, mais l'élément important, c'est le rouge. Le rouge, c'est le ratio, le HEI sur l'or. Essentiellement, en arrière de ça, ce qui est dérivé, c'est les multiples d'évaluations qui sont donnés sur un secteur. Puis regardez, en 2001, lorsqu'on avait l'or au plus bas du cycle précédent, avant la grande rotation d'actifs que Michael a parlé puis qui est en train de se produire, qu'on est juste au début, et ça va être incroyable, c'est un tsunami qui s'en vient, c'est qu'on était, dans le fond, les multiples étaient au plus bas, ce qui est tout à fait logique. Lorsqu'on a commencé le cycle séculaire haussier, les multiples ont fait un 500 % en l'espace de 2 ans et demi. C'est là qu'on a la plus grosse explosion, on pourrait dire, des multiples d'expansion. Puis ça, c'est très important. On va parler du cuivre tantôt. Le cuivre va être un petit peu relié un peu à ça. Mais l'élément qui est très, très bizarre, c'est que là, quelques mois, on avait le plus grand disconnect qu'on n'a jamais vu en 100 ans, même en un siècle. Parce que depuis 1933, l'or aux États-Unis, les Américains n'avaient pas le droit d'acheter de l'or physique. La seule façon, c'était d'avoir des gold stocks. Et donc, on a toujours eu des multiples d'évaluation très élevés. Et là, on avait l'or, une situation jamais vue en un siècle, que l'or était au sommet, puis on avait les multiples d'évaluation et les juniors au plus bas, jamais vu de l'histoire. Et même en termes nominal, on est 25 ans plus bas, puis on est plus bas que le niveau nominal de 2000, ce qui est extraordinaire. Et le point, c'est que ce 500 %-là, malgré le fait que l'or est parti comme une fusée, tout le monde le sait, tout le monde le voit, les juniors, on a juste fait, les multiples d'évaluation, on a juste fait 50 % à date. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, avec 85 % de mes actifs dans le secteur aurifère, je pense beaucoup à ça. Puis, j'ai jamais vu... Ça fait 25 ans que j'achète des commodités, puis des titres de commodités. Comme vous avez bien dit, j'ai jamais vu ça dans n'importe quelle commodité où la commodité faisait des records, puis les titres étaient tellement désintéressés, puis l'évaluation était tellement déprimée. Typiquement, les évaluations déprimées sont au fond du cycle, quand la commodité est très défavorable, puis le monde est très négatif. Alors, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, premièrement. Alors, deuxièmement, j'ai dit, quand quelque chose qui ne sonne pas, je dis toujours pourquoi ça existe. Alors, mon réponse que j'ai trouvée, puis je pense qu'elle est correcte, c'est dans tous les autres cycles depuis 1975, après le Bretton Woods Agreement, c'est toujours les acheteurs financiers qui achetaient l'or. Alors, les acheteurs financiers sont des hedge funds, des fonds macro, des fonds d'investissement. Alors, ils achetaient l'or, puis ils achetaient aussi des titres en même temps. Mais le bon qu'on a vu dans le prix d'or, c'était l'achat des banques centraux qui achètent l'or tous les mois très agressivement. Alors, le prix d'or montait, mais les acheteurs financiers ne suivaient pas le rythme. Ils n'étaient pas là. Alors, l'or montait chaque mois, mais la Banque centrale de l'Arabie saoudite n'achète pas des juniors sur le boursier canadien. Alors, c'est ça que l'or augmentait, jusqu'à temps que ça a dépassé 3 000 $ à l'once. Puis là, les gens étaient très, très sceptiques. Ça va redescendre rapidement à 2 000 $. C'est pas soutenable, ça ne va pas durer. Au lieu de redescendre, ça montait à 4 000 $. Là, on a vu le premier indice que les gens financiers débarquaient dans le titre. Le prix d'argent commence à augmenter, les juniors commencent à avoir un peu de vie, mais c'est très, très tôt. Et puis, l'évaluation des juniors vis-à-vis de prix d'or, que vous avez très bien dit, Yves, est des records en termes de gap entre les deux. Alors, je pense que plus l'or va rester à 4 000 $ l'once, plus l'argent va rester à 50-60 $ l'once, ça va tirer des fonds. Puis, la dernière étape, qu'on dit en 2001, quand je dis, si jamais le bulle techno commence à rouler l'autre direction, encore plus de fonds vont aller chercher ce thème-là. Alors, pour moi, pour plusieurs années, acheter l'or était un meilleur placement qu'acheter des titres. Là, je pense que les 3-5 prochaines années, c'est d'acheter des compagnies minières, les juniors surtout, pour rattraper cette gap-là entre les deux. Oui. C'est vraiment intéressant.
L'autre, un petit graphique qu'on va voir ici, je l'ai montré à quelques reprises, même je pense quand Simon Marcotte était venu, on voit ici, sous une autre forme, l'évaluation, si on veut, les gisements médians en Amérique du Nord, selon le prix spot de l'or. OK? Si on regarde les années 2000, les gisements à l'époque, puis je m'en souviens, j'étais dans ce cycle-là, les compagnies étaient évaluées à 50 l'once. Quand il y avait des takeovers, c'était genre 100 l'once. Là, on est 20 ans plus tard, l'or a fait un x10, puis on paye moins cher que ça. C'est le plus grand disconnect jamais vu de l'histoire et peut-être la plus grande opportunité. C'est comme Michael pense, ce que je pense aussi. Mais regardez, quand on regarde les évaluations, on était entre 2 du prix spot à 10 la valeur moyenne, à peu près 5. Là, on était à 0,5, 10 fois moins que la valeur moyenne, on pourrait dire. Ça a un petit peu changé il y a quelques mois. On a pris 20-30 depuis. Mon point, puis moi, ce que je pense qu'on va revenir à la moyenne. Et probablement, lorsqu'on a des gros bull markets comme ça, bien, ça va plus loin. On va en bulle. Ça a toujours été comme ça. La nature humaine ne change pas avec le temps. On va faire un overshoot. Et puis si on fait des chiffres là-dessus, c'est extraordinaire parce que l'or, regardez, en US, on est quoi, 4002? L'or s'en va peut-être, ça monte quasiment chaque jour. En peso canadien, c'est comme, on parle de 6000, 6005. OK? 5 de 6000, on parle de 300 piastres long. Je parle de la moyenne, je ne parle pas du top qui était à 10 là. Puis l'or va continuer à monter. Fait qu'on s'en va à 500, des évaluations de 500 à 1000 l'once. In situ pour les... Puis quand on regarde des compagnies, par exemple, comme Norton Supérieur, là, ils ont été achetés quoi, 120 l'once. Puis on aurait dû payer peut-être même 300. En gros, c'est absolument incroyable, ça, cette situation-là. J'adore cette graphique-là, puis bravo pour le travail que vous avez fait. J'adore parce que pour deux raisons. Un, ça démontre à tel point le secteur est sous-valué en termes de valuation. Mais deuxièmement, ça fait tellement de sens côté intuitif puis pratique. Alors, les majeurs comme IAMGOLD qui achetaient Northern Superior, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le calcul que si j'achète à 100 par l'once, puis je peux produire, disons, à 2000 par once, coût de production, ça fait 2100 de l'once avec le coût de production puis le coût d'acquisition. Puis là, ils vont faire un autre calcul je dois mettre 1 milliard de CAPEX pour construire la mine. Puis ils divisent ça par le nombre d'années qu'ils peuvent produire l'or. Alors, à 6 000 canadiens par once, si ça coûte 2 000 pour produire le produit, tu peux l'acheter facilement pour 500 par l'once. Il reste 3 500 de marge pour payer le capital important pour construire la mine. Alors, c'est ça que votre graphique est très, très pertinent parce que à la fin de la journée, on n'achète pas des spéculations ou des graphiques, on achète des vrais business. Et comme l'or est 6 000 600 500 canadiens par once, il reste beaucoup, beaucoup de marge pour que les producteurs achètent des gisements puis ils font des profits énormes. Et encore plus de marge si vous avez déjà un moulin ou une usine qui est proche pour produire. Ça veut dire que tu peux payer 2, 3, 400, 5 000 par once pour certains projets, puis encore voir des marges exceptionnelles. Alors, c'est ça que c'est très logique, c'est rationnel, puis ça ne devrait pas exister. Ça veut dire, quand tu dis l'emplacement, j'aime ça parce que, tu sais, on sait qu'une des top régions mondiales très prolifiques, c'est la région de Val-d'Or. Et puis, il y a d'autres camps miniers, tout ça. Puis souvent, c'est ça, quand on a des terrains qui sont dans des camps, puis tu as des moulins pas loin, là, il y a un critère économique, j'imagine, dans ton portefeuille. C'est ça, quand je parlais d'infrastructure, c'est très, très important pour moi. Je regarde autour de moi. Ça veut dire que c'est quoi un producteur pourrait y payer? Lui, il fait toujours le calcul, c'est quoi je dois dépenser pour avoir le cash flow, pour avoir les onces productifs. Alors, quand vous avez déjà l'infrastructure en place, c'est un gros avantage, puis ça peut augmenter de façon très importante le prix que tu peux payer pour les onces. Ici, Michael, je vais montrer un graphique que je montre depuis 2 ans ici, avant même que tout ça commence, le marché aussi. Puis je disais que je montrais les mêmes choses. Le métal, les majors, les métiers, les juniors. C'est la même chose que je montre depuis 2 ans. Puis là, le métal qui est parti. Et depuis quelques mois, les majors, en l'espace de quelques mois, on est venu rattraper. Ici, on a comme 20, depuis les années 2000 à peu près. Fait qu'on voit ici le top de 2011 en bleu. Les majors sont venus dans les derniers mois. Je le disais, avant même que ça se fasse, on était ici. Je dis, les majors vont venir rattraper ça. Puis l'or, étant donné que l'or est déjà plus qu'au double du sommet-là, et les majors, on sait très bien qu'ils sont très, très sous-évalués. Ils vont faire un autre doublé, ça va aller beaucoup plus haut. Mais l'extraordinaire anomalie jamais vue, c'est au niveau des métières et des juniors, parce qu'on est 25 ans plus loin, puis malgré le fait que la ressource a fait comme un x10 depuis, bien, on est encore à
un gap incroyable. Et il faut se souvenir, les gens ne le savent pas, mais moi, je m'en souviens très bien, à l'époque, durant les années 2000, de 2003 à 2007, l'indice de Vancouver était l'indice sur tous les indices de la planète pendant un certain temps, l'indice le plus performant de la planète. Et je pense qu'on va revivre la même chose avec un catch-up extraordinaire. Ouais, même chose, j'adore ce graphique-là, c'est parce que c'est très logique. Alors, comme j'ai dit que les banques sont trop achetées l'or tous les mois, juste récemment, les investisseurs financiers ont ouvert les yeux à ce qui se passe. Et pourquoi les producteurs ont fait ce bond-là en premier? C'est parce que les profits, on ne peut pas ignorer les profits. En troisième trimestre, les compagnies producteurs mid-cap, large-cap faisaient des profits records. Puis le prix d'or en troisième trimestre, en moyenne, était 3 500 $ US par l'once. Là, pour le quatrième trimestre, on va être entre 4 000 et 4 200. Alors, dans un trimestre, on a fait un bond de 700 $. Puis déjà, en troisième trimestre, ils faisaient des profits records. Alors, tous les investisseurs généralisés qui n'achètent pas les titres miniers, ils voient les profits records, ils voient les rachats des actions, des dividendes qui commencent à être payés aux actionnaires. Alors, ça attire les généralistes qui investiront pas tout de suite dans les juniors. Alors, une fois, ça attire l'attention, c'est très, très bon. Mais les juniors sont toujours les derniers à lever parce que ça prend de temps pour que les gens fassent attention. Mais c'est ça, c'est très normal. Puis le fait que les majors commencent à monter, c'est très, très positif pour le secteur et aussi pour le M&A qu'on va voir parce qu'il y a des stock prices, les bilans qui sont beaucoup plus robustes, qui ont de l'argent pour faire des autres acquisitions à des bons prix. Ici, j'ai pris une photo, Michael, sur X d'une personne qui montrait comme une petite image là, en or avec un 100 fois. Mais regardez, c'est quand même intéressant au niveau de la discussion. Il parle que le silver l'argent métal pourrait donner peut-être un x4, x5, ce qui est tout à fait possible basé sur des ratios historiques et tout ça. C'est au niveau des années 70, le silver est parti de 1,30 et a monté à 50 $ en l'espace de quelques années. Ce n'est pas impossible. Puis en plus, cette époque-là, on a préservé le système monétaire avec, on pourrait dire, basé sur le système de réserve fractionnaire le dollar US à titre de monnaie de réserve. Ça, on pourra peut-être voir un peu tantôt. Mais je veux juste montrer le point que les seniors, les producteurs pourraient faire un x10, un x40, même si ça semble des grands multiples, mais c'est des choses qu'on a déjà vues sur une base historique. Puis les juniors, on parle de peut-être x20, x300. Fait que dans le fond, c'est le genre de multiple qui peut sembler exagéré. On le sait qu'il y a du risque et de la volatilité, mais c'est le genre de choses que dans ton portefeuille. Est-ce que tu as eu des succès un peu comme ça avec des grands multiples, par exemple? Alors, quand je fais mon placement initiaux, un de mes critères, c'est que je cherche 20 à 50 fois minimum sur mon retour initial. Et ça, c'est sans aucune aide du commodité. Alors, si je fais un placement à 2 000 $ à l'once prix d'or en 2018, je cherchais à faire 20 à 50 fois mon argent sans l'aide du prix d'or qui va augmenter. Là, c'est extra pour moi. Alors, un exemple qu'on a déjà parlé, c'est Northern Superior. J'ai acheté en 2019, fin 2019, j'ai acheté à 5 cents. À 5 cents? Avec un warrant de 8 cents. Full warrant. Wow. Puis on vient de vendre IM Gold à 2,45 $ par action. C'est plus que 50 fois mon argent. 50 fois, wow. Puis North Isle Copper and Gold, récemment, j'ai acheté à 14 cents. Puis là, ça transige aujourd'hui à 2,02 $, je pense. Là, c'est 10-15 fois. Puis un K92 Mining que j'ai acheté en 2017 à 45 cents. Aujourd'hui, ça transige à 21 $ par action. Wow. Alors, c'est ça que j'adore mon travail. C'est pas toujours. Je ne veux pas dire que toutes les actions que j'achète vont faire ça, mais me lever chaque matin à chercher des titres qui peuvent faire des retours comme ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme pour trouver les prochains. Et puis, c'est très, très systématique, mais c'est ça que je cherche, puis c'est très possible. Puis, juste un autre point sur les producteurs. En 2023, disons, l'or était 2 000 $ par once. Si vous avez des coûts de production de 1 500 $ par once, ça fait marge de 500 $. Okay? Aujourd'hui, c'est 4 000 $ par once. Les mêmes coûts d'exploitation à 15 500 $, ça veut dire que les marges sont 2 500 $ par once. Les cash flows. Alors, c'est 5 fois, 500% de plus de profit. C'est pourquoi le prix d'or peut augmenter par 1 fois, mais les profits augmentent de 5 fois ou 10 fois. C'est pourquoi les actions vont faire un 10 fois que le prix d'or va faire 1 fois. C'est logique encore, c'est mathématique, c'est pas juste une corrélation scientifique, c'est des profits qui sont... on ne peut pas nuire des profits exceptionnels que les compagnies sont en train de faire, puis ça va attirer d'autres actions. C'est vraiment important ce que Michael amène. J'avais dans ma présentation, si on veut, l'association minière, j'ai des centaines de tableaux plus le sujet, mais on a vu un super tableau qui était fait par Tavi Costa, un des meilleurs analystes, si on veut, au niveau des graphiques, des analyses. Il montrait que le GDX ou les ETF, si on veut, sur les aurifères, juste dans le dernier
La dernière année ou le 18 mois, on a peut-être fait un 100 150 alors que les cash flows ont fait un 500 exactement à cause de l'effet de levier avec des frais fixes, que là, on vient décupler. Puis on n'a pas, c'est que les titres n'ont pas... une notion aussi qui est importante, c'est que les guidelines des analystes, eux, sont toujours avec un prix spot qui est en arrière. Le prix espéré futur, eux sont très conservateurs. Puis c'est comme une moyenne mobile un peu qui monte. Ça fait en sorte que l'upside à venir, il est comme, on le sait qu'il s'en vient parce que les analystes sont toujours très en retard. Fait que ça, c'est très intéressant. Le point que je vais amener ici, Michael, c'est un petit graphique qu'on voit ici, des très longues, des périodes de consolidation au niveau de l'or, au niveau de l'argent métal puis du cuivre. Par exemple, on a vu que le gold, l'année passée, on a fait comme un gros breakout d'une figure technique que tout le monde connaît, là, qui est la cup and handle, là, la tasse de café. Fait que c'est une consolidation de 13 ans, puis là, on est parti fortement à la hausse. Peut-être qu'on va faire une autre consolidation, mais en tout cas, la tendance, elle est très belle. Le breakout de l'argent qu'on avait, ça, c'est incroyable, on avait comme 46 ans de consolidation avec un top qui était à 50 $ en 80, en 2011, et là, qu'on a défoncé. Et le breakout, j'ai fait un spécial vendredi, la semaine passée, c'était vraiment le 54, parce que souvent, on a un faux breakout un peu au début, et là, on est vraiment décollé. Mais très important et intéressant, le cuivre vient de décoller il y a 2 jours. On a fait d'une consolidation de 20 ans. Et je soupçonne ce que Michael a dit tantôt par rapport au pétrole, quand le pétrole était à 10, puis il a fait un changement structurel de prix, bien, je soupçonne que le cuivre pourrait faire ça, puis il vient de commencer, ça a commencé il y a 2 jours. Fait que j'aimerais savoir ton avis un peu là-dessus. Oui, je viens juste d'augmenter le pourcentage de mon portefeuille dans le cuivre pour quelques raisons. Un, c'est ça, parce qu'à long terme, tu vois tous les nouveaux gisements qu'on est en train de mettre en production sont tous 2 fois plus dispendieux qu'on y pensait, avec des coûts beaucoup plus élevés. Alors moi, côté fondamentaux, on a besoin d'un prix de cuivre beaucoup plus élevé pour motiver les producteurs à mettre de l'argent imposant dans le secteur cuivre pour augmenter la production. Dans le secteur de cuivre, c'est très, très cher pour débarquer un mine. C'est des gros projets avec des milliards de dollars de capitaux nécessaires par projet. Alors, pour donner un incentive pour les producteurs d'augmenter de production, on a besoin de prix élevés plus haut. Alors, côté fondamentaux, on a besoin de ça. On est en train de miner des gisements avec des teneurs encore chaque année de plus en plus faibles. Alors que le teneur moyen est encore plus bas chaque année. C'est-à-dire que les coûts vont augmenter. Un autre positif pour le secteur cuivre. Et aussi l'électrification, surtout avec AI, avec les data centers qui consomment beaucoup d'électricité. Le cuivre va être le conducteur réel pour cette révolution d'AI qui arrive. Alors moi, je suis positif. Puis la dernière chose qui m'attire beaucoup dans les juniors copper, c'est que les titres producteurs en cuivre, ce n'est pas la même chose qu'en or. Le prix de copper, c'est 5,25 $ par livre, mais les producteurs, ils transigent à une valuation de 6 $ en moyenne. Il y a une valuation encore plus haut que le prix d'aujourd'hui. Au lieu d'un secteur orifère, le prix d'or est 4 000 $ par l'once, puis les producteurs transigent à 3 000 $. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que les producteurs eux-mêmes, les investisseurs, déjà, ils pensent que le prix de cuivre va augmenter, mais ce n'est pas trop reflété dans les petites micro-caps dans le secteur cuivre qui sont encore très, très attirants. Je commence à augmenter mon investissement dans ce secteur-là. Un peu d'hésitation que j'ai, c'est que le cuivre est très sensible à l'économie. Alors, si jamais on trouve qu'il y a une récession qui va venir ou une correction dans le marché, le cuivre va être maltraité pendant quelques mois, quelques années, mais le long terme, c'est très, très intéressant pour l'investisseur dans le grand cuivre. C'est intéressant, Michael. Tu confirmes la perception. Je n'ai pas fait un gros travail là-dessus, mais récemment, j'ai pris un tableau d'une multitude on pourrait dire, de gisements de cuivre, puis de comparer les valeurs, les évaluations comme in situ, comment c'était comme la livre et tout ça. Puis je trouvais que c'était vraiment cheap. Est-ce qu'on a le même, en termes de ratio, soit de pourcentage in situ, est-ce que c'est un peu comme l'or, où le cuivre est encore plus cheap? Je pense que c'est presque le même ratio d'évaluation. Le problème avec le cuivre, c'est encore plus difficile de trouver un projet qu'on peut vraiment entrer en production. Alors, je suis très, très sélectif dans le cuivre parce qu'il y a plusieurs projets où le capitaux, où la location très pas facile à accès ou le manque d'argent ou le manque de support communautaire pour le projet qui vont bloquer ces projets-là. Mais si vous trouvez un bon projet de cuivre qui est dans une bonne location avec un bon teneur, c'est vraiment très intéressant en ce moment-là. OK. On se parlera après. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que de l'argent, du silver metal, et on voit ici le ratio gold-silver,
Puis là, on a fait comme un décrochage qui est tout à fait récent. On dirait que l'argent est vraiment bien parti. Qu'est-ce que tu en penses? L'argent, je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un metal industriel, puis c'est le domaine du solar, puis tout ça. Moi, je trouve que l'argent, c'est le thermomètre de l'intérêt des gens généralistes dans le secteur aurifère. Alors moi, j'ignore tous les supply-demand de l'argent aurifère, l'argent. Je cherche toujours le thermomètre. Alors, comme j'ai dit, les banques centraux achetaient l'or, leur prix de l'or augmenté. Pour moi, c'était très normal que l'argent ne faisait rien parce que les banques centraux n'achètent pas l'argent parce que l'évaluation est trop petite pour avoir un vrai impact dans les réserves financières. Alors, une fois que l'or a dépassé 3 000 par l'once, une fois que les généralistes ont commencé à faire attention dans le secteur, le prix d'argent a commencé à augmenter. Alors, pour moi, c'est très normal que l'argent est en arrière de l'or en termes de sa hausse. Puis, le plus l'argent augmente, le meilleur le TSX Venture, le meilleur les juniors vont faire parce que ça indique un intérêt grandissant des investisseurs plutôt généralistes dans le secteur aurifère. Alors, pour moi, je suis positif sur l'argent. Et le plus ça continue, le meilleur, c'est pour tous les actionnaires dans les secteurs juniors parce que ça indique une augmentation importante de l'intérêt dans le secteur. Mais c'est très volatile. Alors, ça va les deux côtés. Ça peut augmenter rapidement, ça peut descendre rapidement, mais je trouve que ça confirme notre thèse que le secteur commence à augmenter son intérêt. Oui, mais c'est vraiment bien, Michael, parce que je dis un petit peu, j'écris la même affaire un peu à mes clients, c'est que le thermomètre de l'argent métal est très important. Ça nous dit, dans le fond, aussi l'intérêt, ça nous confirme à quel endroit on est dans le bull market des juniors, parce que le silver est associé à l'appétit pour le risque, qui n'est pas le cas de l'or. L'or peut monter sur la peur, alors que le silver monte sur la cupidité. Et la cupidité, on a besoin de ça, l'appétit pour le risque, pour l'expansion des multiples au niveau des juniors. Puis quand on voit le silver partir comme une balle, comme ça a commencé la semaine passée, c'est extrêmement positif, je pense, pour le futur au niveau des évaluations. Puis le cuivre aussi, qui vient encore un peu renforcer, parce que le silver, le métal, il y a un aspect un peu industriel. Puis si le cuivre décolle, ils ont tendance à monter à l'unisson historiquement. Fait que ça va venir un peu valider et confirmer la montée un peu de l'argent, donc des juniors qui s'en viennent. Donc, c'est très intéressant. Petite question, c'est un petit volet un peu politique. Dans ma présentation à la station minière, j'avais un préambule que je disais que le Canada, on a des sérieux problèmes et défis. Je pense sincèrement que le Canada, les gens au Canada devraient être pratiquement les plus riches par capita sur la planète. Puis depuis les dernières années, depuis exactement 10 ans exactement, on a un gap qui s'est fait de croissance du PIB par capita avec les États-Unis, avec beaucoup d'autres. On est les seuls pays de l'OCDE avec un PIB, on pourrait dire, négatif un peu par capita. Il y a beaucoup de problèmes, on a des ressources et tout ça, puis là, on tarde, on barre les projets, on les tarde et tout ça. C'est juste un peu comment tu vois ça, un peu la suite des choses pour le Canada? Oui, je suis très frustré. Je dirais que les dernières 10 années, c'est une atrocité pour notre pays. Comme vous avez bien dit, depuis 10 ans, on n'a aucune productivité. Le GDP per capita est négatif. L'inflation est à la hausse. Alors, les gens, on sent ça dans les rues, que les gens souffrent beaucoup. Pour moi, comme Canadien, je dis on a un avantage vraiment distinct comme pays, c'est la richesse de nos ressources naturelles. On est béni d'avoir tellement de ressources naturelles, puis une population très restreinte. Mais pour les 10 dernières années, le gouvernement fédéral, en général, était hostile à développer des ressources. Pas même neutre, mais hostile à développer les ressources pétrolières puis les ressources minières, pendant que le monde était désespérément en recherche d'avoir une augmentation de ressources. Ça change un peu le ton récemment. Il y a beaucoup de discours qui disent qu'on va être mieux. Mais pour moi, si on veut avoir les programmes sociaux, le programme de santé gratuit, les hôpitaux, les écoles, tout ça, la sécurité sociale, c'est essentiel qu'on développe nos ressources. On a le moyen, on a l'argent, on a les marchés qui sont là pour nous, on a l'éducation, on a le know-how, le savoir-faire de l'industriel de construire des mines. Alors pour moi, c'est la seule façon pour remettre Canada sur les rails puis créer la richesse qu'on a besoin pour soutenir notre pays. On ne serait jamais les meilleurs en technologie, on ne serait jamais les meilleurs consommateurs ou marketing, mais pour ça, les ressources naturelles au Canada, c'est une force, une richesse. Une petite statistique pour vous. Le Canada a 33 trillions de dollars de ressources naturelles en dessous de notre terre, une population de 40 milliards d'habitants. Les États-Unis a 35 trillions de dollars de ressources naturelles avec une population 10 fois plus grande. Wow. Ça veut dire qu'on a 10 fois les ressources par capita au Canada qu'aux États-Unis, mais de l'autre côté de la frontière, ils sont en train de mettre toute leur énergie de développer les ressources qu'ils ont. Si on met la même énergie et la même passion derrière nos ressources naturelles, on peut être le pays le plus riche au monde. Le Saudi Arabie a 34 trillions de dollars de ressources
Wow. même que le Canada. Puis ils sont hyper riches, puis nous autres, on stagne, puis on est vraiment comme presque malcontents de nos ressources naturelles. On est gênés d'avoir nos ressources naturelles. C'est une force, puis on peut faire ça d'une façon responsable, environnementale friendly, puis écologiquement faire. Mais on doit vraiment lever nos crampons puis mettre au travail. Dans le tableau qu'on voit aussi, Michael, je fais juste un lien sans aller trop loin sur le sujet, c'est que, il y a ces problèmes-là. Il y a la question un peu des ressources qu'il faut vraiment capitaliser sur nos forces. On est les meilleurs au monde là-dedans, dans le minier, puis même dans l'énergie, dans le pétrole. Je pense qu'on a un gros travail. Il faut vraiment se retrousser les manches. Mais un autre élément aussi que j'aime pas, qui est particulier, puis je pense que ça a des effets. Je veux parler un peu de la fiscalité, puis aussi de beaucoup de lois on a vu un peu depuis la COVID. Il y a de plus en plus de lois qui sont mises en place, qui sont un peu liberticides. Puis là, moi, je veux sur un parallèle, c'est que je montre un tableau ici qu'on voit que le niveau de vie, la richesse, elle est directement corrélée avec le degré de liberté. Mm-hmm. Parce que moi, les émissions que j'ai commencé à faire ici, Luc, c'est un endroit un peu on pourrait dire, de liberté d'expression. Puis, je parle beaucoup de liberté qui m'interpelle vraiment beaucoup. Puis, la liberté, elle est impossible sans la liberté économique. Puis, le Canada a fait un changement dans la loi de l'impôt l'année passée, dans l'impôt minimum, que personne n'a parlé, qui est dans l'impôt minimum. C'est que le gain capital, maintenant, est taxé genre à 36 % lorsqu'on a des seuils en haut, genre de 200 000 environ, et un peu plus. On parle les gens vont dire « Ah, mais c'est pour les riches ». Non, c'est très important, c'est qu'il faut que le Canada soit compétitif, puisse accueillir un peu le capital. Le Canada, actuellement, vit une fuite des capitaux. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est avant même ces changements fiscaux-là qui sont dramatiques. Il y a des endroits, il y a des pays sur la planète que l'impôt est à 0 sur le gain capital, parce que c'est pas un vrai gain, c'est seulement la destruction du pouvoir d'achat. Fait qu'en gros, je laisse faire un peu un parallèle, c'est qu'on a des défis par rapport aux ressources. Il faut vraiment plus travailler à ce niveau-là. Puis aussi, peut-être au niveau des lois, il faut être peut-être plus compétitif côté fiscal, aller chercher un peu, parce qu'on a besoin d'investissement pour la productivité avec un peu tout ça. Comment tu vois ça, parce que tu as des enfants? Parce que le Canada, c'est plate à dire, mais dans la présentation que j'ai faite, le Canada est en train de vivre ce que l'Argentine a vécu il y a un siècle. C'était le pays le plus riche au monde, GDP par capita, puis là, on est en train de couler. Ouais. On répète les erreurs de l'Argentine. Vous avez bien frappé sur le point. L'Argentine était le pays les 5 plus riches au monde il y a 100 ans. Puis là, c'était un pays qui était vraiment un désastre. Alors, les gens, ça ne pourrait pas arriver au Canada, c'est impossible, mais chaque fois dans l'histoire de n'importe quelle économie, quand on augmente les taxes de systématiquement, puis la productivité n'est pas là, puis la croissance économique n'est pas là, ça vire vers un désastre. Alors, le capital est très libre. La liberté est très importante. Moi, je peux habiter au Canada, je peux déménager n'importe où dans le monde si je veux. Et l'investisseur, globalement, aussi, on a le choix d'investir en Australie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Alors, on doit être compétitif puis attirer le capital. Puis si les ressources naturelles, c'est la force du Canada, le côté négatif des ressources naturelles, ça prend beaucoup, beaucoup de capitaux pour développer. Alors, on doit être un endroit phare pour que les gens veulent investir l'argent. Sur le côté régulatoire. Alors, si ça prend 25 ans pour faire un permis de production d'alumine, ça n'attire pas de capitaux. Puis si les taxes sont trop élevées, cette combinaison-là de trop de bureaucratie puis trop de taxes, c'est-à-dire qu'ils vont aller construire une mine quelque part d'autre. Parce qu'ils ont un choix d'investir n'importe où dans le monde. Alors, on doit être plus concurrent et plus intéressant pour l'investissement de capitaux. Puis les taxes et les régulations, c'est quelque chose qui tue l'investissement. Oui. C'est vraiment intéressant. On approche un petit peu de la fin. Je voulais passer un petit volet parce que Michael a comme un gros portefeuille, il a plusieurs titres. Fait que j'ai demandé comme une suggestion, Michael, peut-être des compagnies qui pourraient peut-être parler. C'est pas des recommandations, mais au moins de nous faire peut-être un petit topo des compagnies qui ont investi de son argent un peu récemment. Fait que j'ai montré certains graphiques. Fait que je vais les montrer un après l'autre. Puis Michael pourra peut-être commenter. La première, c'est CAM, qui est Cascadia Minerals. Ça semble être dans le cuivre, un petit peu des données. Fait que Michael, alors pour commencer notre question, je dirais que c'est très bien dit. J'ai entre 25 et 30 sociétés dans mon portefeuille. Alors, je recommande jamais à un investisseur de mettre tout leur argent dans un titre. Okay? Alors, c'est pas une recommandation pour acheter ce titre-là, mais je veux donner un aperçu des placements récents que j'ai faits avec mon argent propre pour donner un peu d'impression à vos auditoires de comment je pense et qu'est-ce que je cherche dans l'investissement. Mais je recommande tout investisseur d'avoir un portefeuille bien diversifié entre, disons, 15-20 titres pour avoir un peu de chance d'avoir quelques-uns qui vont vraiment très, très, très bien faire pour leur placement. Alors, Cascadia, c'est un titre dans le cuivre. C'est au Yukon. Dans le Yukon, il y a un problème d'infrastructure. Alors, beaucoup de projets sont très intéressants là-bas, mais ils sont très, très isolés. Ce que j'aime de Cascadia, c'est un projet qui a accès de route
Ils ont le power électrique qui est très, très proche de leur projet. Les coûts de forage sont très, très bas. Et c'est un dépôt qui existe déjà avec 700 millions pounds de copper en place à une bonne teneur, entre 0,8% et 1% de cuivre, qui est très, très bon vis-à-vis des dépôts de 0,3, 0,4 qui sont plutôt la moyenne au Canada. C'est un projet qui est très, très méconnu. Ils ont juste acheté cette compagnie-là qui avait ce gisement pendant une difficulté financière. La compagnie était presque en faillite. Ils ont acheté la compagnie à un très bon timing avant que le puits de cuivre a commencé à augmenter. Et ils viennent juste de faire les premiers trous de forage. Ils ont eu beau succès dans le premier titre. Puis je pense que le gisement a un très fort potentiel d'augmenter ses ressources dans les mois et les années qui suivent. Et c'est un projet qui serait beaucoup moins cher de développer parce que toute l'infrastructure est déjà en place. Puis un nouveau mine qui va être construit, c'est Selkirk Copper, qui est à 40 km d'eux autres, qui est déjà en train de renouveler sa production. Alors j'aime beaucoup investir dans des places où il y a déjà un bassin de production et toute l'infrastructure est déjà en place. Ton point d'entrée, Michael, était à quel prix? Il est à peu près 18 Entre 12 cents puis 24 cents. Puis il vient juste de participer dans le placement privé avec un autre placement important qui était placé à 15 cents. Alors c'est très proche du titre aujourd'hui. On parle d'un market cap d'environ 28 millions. C'est exactement ça. C'est vraiment une grosseur très intéressante, assez gros. Il y a déjà de la ressource. Le grade, il est bon. Le grade que tu parlais, la ressource, est-ce que c'est cuivre équivalent avec l'or? C'est 0,8% cuivre, puis un 20% de l'or aussi, qui est très intéressant, qui ajoute beaucoup à l'émarge. Ouais, ça a l'air très bien. L'autre compagnie, Michael, c'est GGO, le ticker, Galion Gold. Ouais. On voit un titre, en tout cas, techniquement, il avait comme bien consolidé pendant peut-être 2 ans. Et là, il est parti avec du gros volume, puis en plus, 50 millions de market cap. C'est quoi ça? C'est Galion Gold, c'est détenu à 19% par Eric Sprott, qui est un peu connu. Moi, je tiens environ 5% de la société. Je viens d'acheter toutes mes actions dans les dernières 6 à 12 mois. Ce qui m'attire, c'est dans le Timmins Mining Camp. Alors, c'est un camp très... C'est l'Abitibi, Rouyn-Noranda du Québec, du Ontario. Il y a 2 moulins qui sont proches d'eux. Il y a un de Discovery Silver qui est géré par Tony McCouch, puis l'autre par Pan American Silver. Tous les 2 moulins ont faim pour d'autres argent ou cuivre pour être producteur. Ce qui m'intéresse aussi, c'est presque déjà eu tous ces permis de production en termes de bulk sample. Alors, ils vont faire un bulk sample bientôt qui pourrait générer 100 millions de dollars de cash flow en 2027. Alors, ce n'est pas un junior qui va prendre 5 à 10 ans d'être en production. Puis, il y a un dépôt de 1,5 million d'onces qui peut agrandir très, très rapidement avec plus de forage. Quel grade? C'est environ 4 et 6 grammes. Underground, mais c'est des mining widths très, très larges, de 20 à 40 mètres. Alors, c'est très, très productif à miner. La compagnie est très mal connue. Pendant 2-3 ans, ils ont focusé sur avoir leur permis de production au lieu de faire de forage. Alors, le marché a un peu perdu l'intérêt. Puis récemment, Pan American Silver, qui était un des moulins à côté d'eux, a mis 60 millions de dollars dans la compagnie pour financer tout le développement nécessaire à faire dans les prochains 12 mois. Alors, il y a un moulin qui est très intéressé, l'autre qui est très, très proche. Dans un camp où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'M&A qui arrivent, puis c'est très mal connu par le marché. Aucune couverture. Est-ce que c'est très profond? Non, ça va de surface à peut-être 800 mètres de profondeur. OK, parfait. Ouais. Intéressant. L'autre, on voit, c'est Géoméga, dans les terres rares. Oui, les terres rares, c'est très, très topico. Récemment, il y a beaucoup d'intérêts, États-Unis, Australie, qui ont très, très intéressés dans les terres rares qui sont très, très en demande en ce moment. Je suis un peu nerveux dans les terres rares en général. Il y a beaucoup de compagnies qui ont des grosses valuations, qui ont très peu de potentiel de devenir un mine. Ce que j'aime de Geomega, c'est une technologie très, très innovative. Ils peuvent produire des terres rares, des bauxite residues, des producteurs d'aluminium, qui au Québec, il y a beaucoup de ça. Alors, ils prennent des tailings, qui sont des problèmes environnementaux, puis ils peuvent récupérer le iron ore, puis aussi les terres rares de ce dépôt-là. Alors, ils éliminent un risque environnemental pour les producteurs majeurs, puis ils produisent des terres rares et iron ore en même temps. C'est un modèle de royalty, un peu comme Franco-Nevada. Alors, il y a très peu de CapEx, puis ils génèrent beaucoup de profits potentiels futurs. Ils ont juste de signer une grosse entente avec Rio Tinto, ici au Québec, pour acheter leur technologie puis les mettre en pratique dans un site de démonstration, dans leur site de production d'aluminium. Alors, j'aime beaucoup le long terme parce que c'est un business très, très profitable à long terme. Puis en plus, ils ont un dépôt de terres rares de 280 millions de tonnes, le plus grand dépôt de terres rares au monde, au Québec, que personne ne parle, qui était caché dans cette compagnie-là parce qu'il était très focusé sur le R&D pour la technologie, côté technologique. Mais un autre dépôt qui, si ça serait listé sur la bourse en Australie, ça a une valuation de 200-300 millions de dollars potentiel. Alors, il y a 2 façons de gagner.
Un avec la technologie qui est très, très prometteur, l'autre avec un gisement très important dans les terres rares qui est très en demande, que les investisseurs savent très peu qui existe dans cette compagnie-là. Je pense que il y a plusieurs années, il y avait eu un gros, si je ne me trompe pas, ce titre-là avait monté à plusieurs dollars. Lorsqu'il y avait eu une bulle de terres rares, oui, il y a comme il y a 15 ans, parce qu'ils ont le dépôt plus important. C'est un titre qui avait monté de mémoire, je pense, à 6 ou 10 Puis je pense que les investisseurs ont oublié qui détient ce gisement-là, parce que les dernières 10 années, c'est tout le côté techno qui ont développé, parce que c'est un modèle très lucratif d'avoir un royalty puis tout ça, mais il existe encore le dépôt dans cette compagnie-là qui est très oublié. intéressant. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire des cash flows ou c'est des choses Ils ont juste avoir le premier contrat où Rio Tinto a payé comme 4,5 millions de dollars pour le droit d'utiliser la technologie. Okay. Puis il va y avoir un royalty futur dans toutes les productions. Puis si vous regardez le marché bauxite residue, c'est énorme. Il y a des milliards de tonnes c'est mondial, globalement. Ça. Puis il y a beaucoup de producteurs d'aluminium global qui le rappellent pour voir une démonstration de technologie. Alors c'est à long terme, mais ça pourrait être une compagnie très, très intéressante avec un market cap de 50 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le modèle un peu de Pierre Lassonde, le business des royautés. Ouais. C'est que c'est pas très dilutif. Puis là, tu as un upside illimité là, dans le futur. Fait que c'est intéressant. Les gens, peut-être, faites vos devoirs là-dessus, ça a l'air intéressant. L'autre, c'est Bro, qui est Big Ridge Gold dans l'or. Alors, c'est un autre qui était très sous le radar récemment. Il a fait mon premier placement il y a 4-5 ans. J'ai acheté à 15 cents canadiens mon premier placement en 2021, je pense. Okay. Aujourd'hui, ça transige à 20 cents. Alors, le prix d'or a augmenté de 1 500 $ par once à 4 000 $ par once. Puis le titre transige à 3 cents de plus qu'il était il y a 5 ans. Ce qui est très intéressant, en 2021, il y avait 50% du projet, un joint venture avec First Mining. Mm-hmm. Dans les 2-3 dernières années, j'ai encouragé la compagnie, puis ils ont écouté, de ne pas faire de forage, parce qu'il y avait un market cap de 10 millions de dollars. J'ai dit, vous avez déjà 1,5 million d'onces de ressources. Vous transigez à 10 $ canadiens par once. Ça ne fait pas bon sens de diluer vos actionnaires pour faire de forage, pour trouver d'autres onces à 20 $, 30 $ de coût de forage par once. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a acheté le 50% des projets qu'on ne détenait pas pour environ 3 millions de dollars de Canadiens. Alors, on a acheté ces onces à 2 $ à l'once dans le ground. Alors là, on a 100% du projet. Puis on va sortir un PEA, un Preliminary Economic Assessment, en premier demi 2026. C'est un past producer, c'est une compagnie qui a déjà toute la métallurgie qui est faite. C'est sur l'eau en Newfoundland. Alors, c'est très, très bien positionné pour l'investisseur pour exporter ces onces qu'ils vont produire. Et c'est un market cap de 60 millions de Canadiens qui pourrait être en production très rapidement parce que les permis de production, ça prendrait 12 à 18 mois pour être en production. C'est très rapide. Alors, c'est très méconnu. On a maintenant 100% du projet, alors on commence à y parler un peu plus. Mais la meilleure façon d'ajouter de valeur, c'est d'acheter des onces à un prix très faible, puis de développer le projet de façon systématique. Est-ce que tu l'as dit tantôt, Michael, c'est quoi la grosseur de la ressource? 1,5 million d'onces. 1,5 million. Il y a un gisement de ciel ouvert. Ciel open pit. 1 million d'onces à 2 grammes. C'est très, 2 grammes? 2 grammes. Wow. C'est très intéressant en termes. Puis il y a beaucoup de potentiel d'exploration, mais on n'a pas foré parce qu'on voulait garder les actions très, très restreintes. Mais dans un meilleur marché, avec une valuation plus intéressante, c'est facile d'augmenter le nombre d'onces. Mais pour moi, c'est vraiment un projet qui pourrait être économique très rapidement. Puis il y a d'autres moulins dans le quartier qui pourraient être intéressés à ce projet-là. Alors, c'est des onces qui sont très économiques puis valables à court terme. Très intéressant. Puis je veux juste peut-être réitérer un point que tu as amené qui est assez important. J'avais déjà entendu la même affaire de Rick Rule, c'est que dans certains cas, des fois, des gisements qui sont déjà là, on a de la ressource que le marché ne reconnaît pas. C'est l'aspect cyclique de ça. Mm-hmm. Et ça, des fois, c'est bizarre à dire, mais des fois, la meilleure chose à faire est de ne rien faire parce que le marché ne reconnaît pas la valeur. Si tu es évalué à 5-10$ l'once, puis si tu dépenses 30$ pour te faire évaluer à 5, dans le fond, tu crées ton trou, tu crées une perte, alors que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de management dans le secteur qui pensent que leur job, c'est de forer. Moi, je dis, votre job, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires. Exactement. Alors, il y a des cycles où tu devrais forer hyper rapidement, puis des cycles où tu devrais couper les dépenses, éliminer toutes les dépenses, puis garder la valeur de votre dépôt pour le futur. Et puis ça, c'est ce qu'on a fait avec plusieurs de mes compagnies pendant le downturn. Puis là, ça positionne les compagnies pour avoir un gros retour quand les choses sont plus positives. MGM, ici, on parle de Maple Gold, qui serait dans l'or. C'est au Québec, je crois? Oui, Québec, oui. OK. Bien, en tout cas, c'est beau. Techniquement, on a fait une consolidation, le fameux triangle, que j'en ai parlé un peu souvent, des gros volumes d'accumulation. Fait qu'on voit que le titre il est vraiment parti par en haut, il est super bien aligné. On parle quoi, 100 millions, 110 millions de market cap? Oui, celui-là est très intéressant. C'était toujours un gisement qui était très intéressant pour moi. Ils ont déjà 4 millions d'onces de ressources au Québec. Je pense que ça va augmenter à presque 5 millions dans le prochain ressource update qui va sortir en 2026. Le problème avec le titre, c'était le management était
pas du tout apprécié par les actionnaires. C'était une compagnie qui avait 5 à 6 millions de dollars par année de G&A, qui est très, très haut. Pour moi, un seuil, c'est 1 million, 1,5 million par année. Ils dépensaient 5-6 millions de dollars, pas sur le forage, mais sur les dépenses corporatives. Les programmes d'exploration n'étaient pas très pensés. Ils faisaient des trous un peu partout, n'importe où. Beaucoup de promotions, beaucoup de promesses qui n'étaient pas bien remplies par le management. Alors, à un certain point, les investisseurs ont perdu confiance. Ils ont rentré un nouveau PDG, Kieran, que j'adore. Il fait un énorme travail. Depuis 2 ans, il y avait 50% de projets qui étaient détenus par Agnico Eagle. Il a convaincu Agnico Eagle de donner 100% de projets à Maple. Alors, on détient 100% de projets. Puis Agnico Eagle est devenu un actionnaire important de la compagnie avec un 15% des titres. Alors, il est supporté par Agnico Eagle. Agnico Eagle, ouais. Moi, j'ai débarqué il y a 6 mois comme actionnaire de 10% de la compagnie. Il a changé le conseil d'administration. Il a changé l'équipe de géologie. Il a changé le système de forage, la stratégie corporative de la compagnie. Et là, peu à peu, le marché commence à voir la valeur réelle de cette compagnie-là. Ils ont 20 millions de dollars de cash dans le trésorier. Alors, il y a un programme de forage de 30 000 mètres qui va se passer dans les prochains 12 mois. Et je pense qu'à cette valuation-là, au Québec, avec un gisement de 740 $, c'est très, très rare. J'ai vu Probe Metals qui est acquis par Fresnillo récemment. 10 millions d'onces pour 700 millions de dollars. Nous autres, on a la moitié de ça, puis on a une valuation de 100 millions de dollars de market cap. Il t'évalue à combien l'once? Celui-là, Maple Gold, 20 $ canadiens. 20 $ seulement? Ouais. Wow! Ouais. C'est le prix qu'on avait peut-être 6 mois, 1 an pour Norton. Puis c'est très rare d'avoir un dépôt de 4 millions d'onces au 4 millions, Québec. c'est très recherché. Il y a beaucoup de... La teneur, déjà, j'ai oublié? Open pit, c'est environ 1 gramme. Mais 1 gramme, ils ont des underground très haute teneur, 8 à 10 grammes. Alors, l'idée, c'est un peu comme Northern Superior. On a un gros dépôt de 1 gramme de open pit. Puis avec les teneurs souterrains de 8, 9, 10 grammes, on pourrait faire un bel projet entre les teneurs ciel ouvert et ciel underground. Très bien. Là, on a parlé beaucoup d'or. Il y a beaucoup de gens qui aiment peut-être l'argent, le métal silver. T'as ici le titre, excuse-moi, c'est CAPT, Captain Mining. C'est quoi ça? Captain Silver, c'est un des projets côté argent que j'aime le plus. Ça me fait beaucoup penser à Vizsla Silver, il y a comme 5-10 ans. C'est pas garanti que c'est d'autres Vizsla, mais la géologie est très, très similaire. Ils ont fait des intercepts de 2, 3, 4 mètres de 1500 grammes, de 2000 grammes argent. Au Mexique, non? Au Mexique. Ce que j'aime aussi, que l'équipe de gestion de cette compagnie-là est mexicain. Alors, le CEO, Alberto Orozco, il est mexicain. Il est chef du Société minière de Sonoran Mining Association. Il est très plugué. C'est la même équipe qui a construit pour Argonaut Gold il y a 10-15 ans toute leur production mexicaine. Au dernier cycle, il y avait 200 000 onces par année produits au Mexique. Puis l'équipe qui gère Captain Mining, c'est les mêmes gars qui ont fait cette construction-là pour le Argonaut Gold dans le temps. Alors, une très bonne équipe. Géologie est fantastique. Il y a beaucoup de potentiel. Puis aujourd'hui, ils ont sorti une ressource aurifère, gold. Ils ont aussi ça dans le projet de 500 000 onces. Mais pour moi, c'est le projet argent que j'aime le plus. C'est sûr qu'il a fait un gros bond parce que le marché cherche des titres de qualité en argent. Il y a très peu de titres dans le secteur d'argent que je trouve qui ont le potentiel de devenir un mine. Avec cette équipe-là, avec le projet qu'ils ont, c'est un très bon potentiel d'avoir un vrai mine au Mexique en argent dans les plus chauds. Je me fais l'avocat du diable, Michael. On parle de l'évaluation de 274 millions. Ouais. C'est quand même pas donné. Je veux dire, mais la ressource a l'air très, très bonne. La teneur, elle est vraiment supérieure. Ouais. Fait que dans le fond, on pense qu'on va grossir la ressource parce que 500 millions, c'est pas si gros que ça. Non, c'est le côté or. Ah, pour l'or. Le côté argent, il n'a pas fait une ressource encore. Il n'y a pas de calcul encore. Non, mais il y a un gros 1,5 km de strike avec beaucoup de frappes. Parfait. Puis on va augmenter ça rapidement. C'est pas un des titres les plus sous-valués dans mon portefeuille, mais si vous cherchez un titre de qualité, comme je recherche des titres qui ont potentiel de devenir un mine. Moi, je ne cherche pas une compagnie qui va avoir un bon résultat à court terme. Mais cette équipe-là, avec ce dépôt-là, c'est très rare d'avoir un dépôt de cette qualité-là au Mexique contrôlé par un junior. Mike Silver, qui est acquis pour 3 millions de dollars récemment, c'est le même type de géologie. Ah oui, comment le même type. C'était le meilleur au monde, le top. Là, c'est très, très intéressant. Je le suis depuis 20 ans. On arrive pas mal proche à la fin.
Je dirais, Michael, ça serait quoi le conseil que tu dirais aux gens qui s'intéressent? Parce que moi, je le crois sincèrement. Je pense que le secteur minier, on a parlé un peu du Canada. Je pense qu'il y a des problèmes et tout ça. Ce que j'avais dit un peu, c'est que ces problèmes-là, je pense qu'on a des solutions. Je pense que la solution, à la fois collective et individuelle, je pense que le secteur minier peut vraiment nous aider, peut nous sauver. Je pense que le coût de la vie, je pense qu'on commence un cycle inflationniste. Le prix de l'épicerie va dramatiquement augmenter. On a les impôts aussi, les dépenses des gouvernements. On a des strikes un peu contre nous. Mais ce que je dis aux gens, je pense que le secteur minier peut aider à enrichir les familles de façon prudente. OK, mais comment tu dirais aux gens qui veulent s'enrichir dans le secteur? Ce serait quoi les conseils à leur dire par rapport à ça? Mais comme on a dit plus tôt, c'est très important que les gens augmentent l'éducation de leur côté secteur minier, comment ça fonctionne, l'opportunité pour le Canada, l'opportunité pour leur propre investissement. Comme société, on doit avoir plus d'emphase sur cette industrie-là. Alors, vous faites un excellent travail, Yves, pour éduquer les Québécois sur l'importance de ce secteur-là. Alors, c'est un double avantage. Un, vous devenez plus connaissant, plus éduqué sur l'importance du secteur minier. Ça aura un bénéfice pour votre famille, pour vos enfants, pour les futures générations québécoises et canadiennes. Et deuxièmement, tu peux faire beaucoup d'argent en même temps en investissant dans ce secteur-là. Pour moi, c'est essentiel. Puis avec YouTube, avec tous les produits qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est très facile de s'éduquer, d'avoir plus d'informations. Et côté investissement, j'essaie toujours de diversifier vos placements. Avoir un portefeuille bien diversifié, puis prenez votre temps pour apprendre ce qui est un bon investissement, qui est un moins meilleur investissement dans le secteur. Éduquez-vous, puis après, débarquer avec confiance dans le secteur, puis avoir plus d'intérêt à long terme dans ce secteur-là, qui est très, très important pour notre pays. En tout cas, c'était vraiment bien. Peut-être que je vais apporter un petit commentaire un peu là-dessus avant de terminer. C'est que les gens qui veulent suivre un peu Michael, il est très, très... je pense qu'il fait beaucoup d'entrevues un peu partout mondialement, beaucoup de podcasts qui sont... Évidemment, généralement, c'est plus en anglais. Peut-être qu'il y en aura d'autres un peu dans le futur. Michael fait toujours des bons processus de recherche un peu sur les compagnies. Fait que je dirais, mettons, les gens qui veulent te suivre puis voir un peu ton travail et tout ça, de quelle façon, comment ils procèdent? Ouais, la meilleure façon, c'est d'écrire mon nom sur YouTube, Michael Gentile, puis écrire l'or ou minier. Tu vas voir plein d'entrevues, typiquement en anglais. Je suis très content de faire ça en français parce que c'est important de diffuser la connaissance de deux langues nationales du Canada. Et aussi, j'ai parti il y a 2 mois un newsletter que j'ai parti. C'est gratuit. Chaque samedi matin, j'écris un sommaire de toutes les compagnies dans lesquelles je suis investi. S'il y a des nouvelles de la semaine, j'ai écrit un petit sommaire de ce qui s'est passé. Alors, on pourrait ajouter ça dans les show notes. Puis après, si des gens sont intéressés, je donne le courriel, puis c'est gratuit, puis je vais abonner ça. Chaque samedi matin, vers 8 h le matin, ça sort. Très intéressant. Mais en tout cas, merci un peu à tout le monde. En gros, le message que je veux passer, c'est que le secteur minier, j'en ai parlé souvent par le passé. Je sais que le secteur minier, des fois, a mauvaise réputation. On a eu, parce qu'il y a un aspect très, très cyclique, donc c'est volatile et tout ça. Mais il y a des points qui ont été discutés un peu aujourd'hui. C'est la force qu'on a au Canada. On peut devenir les meilleurs un peu au monde là-dedans. Michael a prouvé, de par son talent, avec les résultats qu'il y a eu dans le dernier, même pas 10 ans, des résultats extraordinaires, OK, au niveau. Puis je pense que le cycle n'est même pas commencé. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, on va suivre ça. On va continuer un peu dans on pourrait dire, d'autres émissions un peu sur le sujet. Puis moi, je m'intéresse un peu à la lettre un peu de Michael. Fait que merci un peu tout le monde. Donc, ça a été tout pour aujourd'hui. Puis merci encore.